Senator Platt. Sénateur Platt. Chers collègues, je prends la parole dans le cadre de la troisième lecture du projet de loi S13, qui va apporter des modifications à la loi modifiant la loi d'interprétation pour ce qui est du maintien des droits ancestraux découlant de l'article 35. Voici la clause. Tout texte doit être interprété comme confirmant les droits ancestraux issus des traités des peuples autochtones reconnus par l'article 35 de la loi constitutionnelle et non comme abrogeant ces droits. L'abrogation, c'est l'abrogation formelle ou l'abolition d'une loi ou d'un accord. Il s'agit de l'acte de révoquer ou d'annuler de façon formelle une loi, un traité, un droit juridique ou un autre acte. La dérogation, c'est la suppression partielle ou l'assouplissement d'une règle, d'une loi ou d'un accord. La dérogation fait souvent référence à l'acte de s'écarter d'une norme ou d'un standard, typiquement dans un contexte juridique où certains aspects d'une loi sont suspendus ou bien modifiés sans que la loi ne soit éliminée à proprement parler. Il est facile de voir pourquoi l'un ou l'autre est préjudiciable quand on parle des droits des peuples autochtones. Ce qui est moins clair peut-être, c'est la raison pour laquelle une clause de non-dérogation est nécessaire. Je vais vous donner un aperçu historique de la situation. Pour ce faire, j'aimerais citer quelques paragraphes d'un article intitulé « La campagne pour éroder les droits autochtones et les droits issus de traités », signé par 52 professeurs et experts constitutionnels et des leaders autochtones, dont Willie Littlechild et Constance Backhouse. Voici la citation. Jusqu'en 1995, les nouvelles lois fédérales qui pouvaient entrer en conflit avec les droits ancestraux issus de traités comportaient toujours une disposition de non-dérogation. Une disposition qui confirmait que le Parlement n'avait pas l'intention d'interpréter les nouvelles lois de façon à entrer en conflit avec les droits ancestraux issus de traités. Depuis 1995, le ministre fédéral de la Justice a tenté de saper directement cet équilibre constitutionnel. Ça a été fait sans porter la question à l'attention du Parlement, ni aux peuples autochtones, ni à l'attention du public canadien. L'article se poursuit. Dans les lois rédigées depuis 1995, le ministère de la Justice a expérimenté le remplacement de la formulation claire de non-dérogation par de nombreuses variantes plus faibles. Toutes ces variantes tendent à brouiller, à affaiblir et finalement à annuler l'intention présumée du Parlement de ne pas diminuer les droits ancestraux issus de traités dans les nouveaux projets législatifs. Pendant un certain temps, cette campagne est passée inaperçue lorsqu'elle a été repérée par des représentants autochtones et portée à l'attention des parlementaires. Le Comité sénatorial permanent des affaires législatives et constitutionnelles a mené une enquête minutieuse et approfondie sur la question. Cette enquête a débouché sur un rapport réfléchi en décembre 2007, soutenu par tous les partis, intitulé « Prendre l'article 35 au sérieux », clause de non-dérogation relative aux droits ancestraux et issus de traités. Parmi les recommandations judicieuses de ce rapport, le comité sénatorial a demandé instamment que la loi fédérale d'interprétation soit modifiée pour inclure une règle générale de présomption selon laquelle les nouvelles lois doivent être interprétées de manière à respecter plutôt qu'à éroder les droits ancestraux et les droits issus de traités. Chers collègues, voilà l'histoire sans phare du projet de loi qui est maintenant devant nous. Le projet de loi S13 n'est pas un projet de loi à célébrer, mais plutôt un témoignage silencieux de l'échec répété et systémique des gouvernements canadiens à honorer les droits ancestraux et issus de traités. Cela donne à réfléchir. Tout d'abord, nous avons eu les traités.
Ensuite, les traités ont été suivis par des décisions de justice qui ont insisté sur le fait que ces traités devaient être respectés. Ensuite, il y a eu l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982 qui affirme que les droits issus des traités sont des droits réels, qu'ils doivent être respectés. Ensuite, le Parlement a adopté la loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones qui exige que, et je cite, les États consultent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones concernés par l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives afin d'obtenir leur consentement préalable donné librement et en connaissance de cause avant d'adopter et d'appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de les concerner. Malgré tout cela, chers collègues, nous sommes en train d'adopter le projet de loi S13 qui affirmera, une fois de plus, les droits des peuples autochtones, alors même que le gouvernement ignore les préoccupations des Autochtones concernant ce projet de loi. Ces préoccupations ont été répétées à maintes reprises par les témoins autochtones lors des séances du comité sur le projet de loi S13. Nathan Obed de l'Inuit Taparit Kanatami. Et quand on aura terminé, je pense que j'aurai enfin appris comment bien prononcer ce nom. Donc, ITK est très préoccupé par la manière dont le processus d'élaboration de ce projet de loi est présenté. Le projet de loi n'a pas été élaboré en collaboration avec les Inuits et n'a fait l'objet d'aucune consultation ou collaboration avec les Inuits. L'Association des femmes autochtones du Canada a déclaré, en ce qui concerne ce projet de loi, et d'une clause de non-dérogation dans la loi d'interprétation, notre association a soumis au moins 4 observations écrites entre 2021 et 2023, soulignant très clairement que notre association s'attend à ce que la Déclaration des Nations unies soit incluse dans la clause de non-dérogation. Nous avons été consultés, mais ils n'ont pas répondu à ce que nous avons demandé à plusieurs reprises. Cheryl Casimir, qui est une dirigeante politique élue du First Nation Summit Task Group en Colombie-Britannique et membre du Conseil des dirigeants des Premières Nations de la Colombie-Britannique, a déclaré, du point de vue de l'APN, non, nous ne pensons pas que les principes du consentement libre, préalable et éclairé aient été respectés lors de la rédaction de ce projet de loi. L'APN a plaidé en faveur d'une plus grande consultation de toutes les Premières Nations. De plus, le projet de loi a été déposé sans que l'APN ou les Premières Nations aient été dûment informés. Judy Wilson, ancienne chef de l'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique, a déclaré « Il n'y a pas eu suffisamment de consultations au cours de ce processus. » Sarah Nemen, directrice principale des services juridiques de l'Association des femmes autochtones du Canada, a déclaré à notre comité des affaires juridiques et constitutionnelles que le projet de loi S13 indique que le Parlement n'est pas aussi sérieux dans son travail de réconciliation, mais qu'il se contente de prononcer le mot « réconciliation » pour des raisons politiques. Chers collègues, le gouvernement tient de grands discours, mais ne parvient pas à joindre le geste à la parole. Ces actes ne correspondent pas à ces paroles. Il ne s'agit pas d'une accusation arbitraire. J'ai vu de mes propres yeux lors des séances du comité sur le projet de loi C-21. Alors même que le projet de loi S-13 franchissait les étapes du processus législatif en affirmant que les droits ancestraux et issus de traités doivent être respectés, le gouvernement foulait aux pieds ces droits avec le projet de loi C-21. Paul Ingard, vice-président de Nunavut Tungavik Incorporé, a déclaré au comité « Le projet de loi n'a pas fait l'objet de consultations suffisantes. Nous estimons que nous n'avons pas été consultés de manière adéquate. » Lorsque Jessica Lazare du Conseil Mohawk de Kanawake a témoigné, je lui ai dit que le ministre avait déclaré que le projet de loi respectait le droit des Autochtones et que son vice-ministre avait assuré au comité
Des consultations approfondies ont été menées avec les communautés autochtones de tout le pays lors de la première lecture de ce projet de loi. Je leur demandais, chef Lazare, juste pour être sûr, le gouvernement vous a-t-il consulté avant que ce projet de loi ne soit présenté? Elle m'a répondu en un mot, non. J'ai donc posé la question suivante. Savez-vous si des consultations approfondies ont été menées avec les communautés autochtones de tout le pays avant que le projet de loi C-21 ne soit présenté? Le chef Lazare m'a donné la même réponse. Non. Chers collègues, lorsque le ministre Leblanc a comparu au comité de la défense sur le projet de loi C-21, il nous a assuré que les groupes autochtones avaient été consultés. Pourtant, les faits sont clairs. Ils ne l'ont pas été. Il n'y a eu ni consultation, ni coopération, ni consentement libre, préalable et éclairé. On pourrait penser que le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants serait l'endroit idéal pour traiter de cette violation manifeste des droits des Autochtones. Après tout, le Sénat est censé être la chambre du second examen objectif et protéger les droits des minorités. Pourtant, lorsque des amendements au projet de loi C-21 ont été proposés en comité pour remédier à ce manque de consultation et de coopération avec les peuples autochtones, ils ont tous été rejetés. Peu importe que les amendements avaient été présentés par des sénateurs conservateurs, vous pourriez dire alors qu'ils étaient partisans, ou par la sénatrice Anderson, ils ont tous été rejetés. Nous avons assisté à la répétition en comité de l'hypocrisie dont a fait preuve le gouvernement. Certains sénateurs disant tout ce qu'il faut et prétendant accorder de l'importance aux droits des peuples autochtones tout en faisant le contraire, c'est-à-dire en ignorant les voix des peuples autochtones et en bafouant leurs préoccupations. On l'a vu ici, alors que des parlementaires autochtones ont voté pour un projet de loi qui piétine leurs droits. De temps en temps, j'utilise des exemples venant de bandes dessinées. Et parfois, j'ai l'impression de regarder Charlie Brown, où Lucie met le ballon pour Charlie, pour qu'il le frappe. Il court vers le ballon, et juste au moment où il s'apprête à le frapper, Lucie retire le ballon, et Charlie Brown atterrit sur le dos. En éternel optimiste, Charlie Brown répète cela à plusieurs reprises, pensant à chaque fois que cette fois-ci, Lucie tiendra sa parole. Bien sûr, ça n'arrive jamais, et nous nous surprenons à rire de la naïveté de Charlie Brown. Chers collègues, nous ne vivons pas dans une bande dessinée, même si parfois ce gouvernement donne l'impression que c'est le cas. Et pourtant, cette même naïveté est affichée en cette enceinte. L'autre jour, la sénatrice Deakin est revenue sur sa position concernant un amendement au projet de loi C-21 relatif aux tireurs sportifs parce qu'elle a reçu la promesse du gouvernement, une promesse du gouvernement qu'il n'a pas l'intention de priver les jeunes, les débutants et les personnes âgées de la possibilité de pratiquer le tir sportif dans ce pays. Sénatrice Deakin a reçu l'assurance que le gouvernement est soucieux de trouver un équilibre entre l'autorisation des sports de tir légitimes et de la compétition sans pour autant ouvrir la porte à la possession d'armes de poing. Alors la sénatrice Deakin a dit, « Je pense que je dois au moins les laisser tenir leur parole. » C'est comme Charlie Brown. Chers collègues, c'est le chemin qui mène à la déception, au découragement et aux espoirs déçus, car il s'agit du même gouvernement qui a non seulement déclaré qu'il respecterait les droits des Autochtones, mais qui l'a également inscrit dans la loi en adoptant la Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones. Ne pensez pas que la parole d'un ministre suffira lorsque ni la parole du ministre sur le droit des Autochtones, ni les traités eux-mêmes, ni l'article 35 de la Constitution, ni la Déclaration des Nations unies, ni le projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui ne suffiront. Mais la sénatrice Deakin pense que oui.
Ces droits ont tout de même été bafoués en omettant de faire des consultations sur le projet de loi C-21. Pourtant, je ne doute pas que nous soyons sur le point d'assister au spectacle de sénateurs se prononçant en faveur de ce projet de loi visant à soutenir les droits des Autochtones, juste après avoir rejeté des amendements destinés à protéger ces droits. Ça doit être spectaculairement décourageant pour tous les peuples autochtones, en tout cas ceux qui n'appuient pas ce gouvernement. Cependant, s'il y a une lumière dans tout ce brouillard, c'est que malgré toutes leurs préoccupations, malgré le manque de consultation, malgré le fait qu'ils n'ont pas été entendus, même sur le projet de loi qui dit qu'ils doivent être entendus, les peuples autochtones veulent toujours que ce projet de loi soit adopté. L'espoir est éternel et ils continuent à se battre pour leurs droits et progressent petit à petit dans cet effort. Leur détermination patiente porte lentement mais sûrement ses fruits sans que ce gouvernement n'y soit pour rien. Toutefois, je vous demande instamment, chers collègues, de ne pas considérer ce projet de loi comme une sorte de panacée, car je peux vous assurer que nos peuples autochtones ne le voient pas de cette façon. Le Conseil Mohawk de Kanawake a souligné que l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982 s'applique de sa propre force et de son propre effet. En tant que tel, cette clause de non-dérogation est au mieux un rappel des limites constitutionnelles bien établies. Elle n'apporte aucun avantage juridique substantiel aux communautés autochtones. La chef Jessica Lazare a ajouté que dans le meilleur des cas, ces dispositions sont comme des notes post-it qui renvoient à la Constitution. Ne vous y trompez pas, chers collègues, c'est ce que fera le projet de loi S13. Il placera une petite note post-it sur chaque texte législatif pour rappeler à ce gouvernement ce qu'il sait déjà parfaitement. Les droits ancestraux et issus de traités n'ont pas été accordés. Ils sont inhérents. Ils ne peuvent pas être abrogés ou faire l'objet d'une dérogation. Ils ne peuvent pas faire l'objet d'une négociation ou d'une soumission. Au contraire, comme l'indique le site Web du ministère de la Justice, les droits des peuples autochtones, où qu'ils vivent, doivent être respectés. Chers collègues, je vous encourage aujourd'hui à soutenir ce projet de loi. Je pense que tous mes collègues de mon caucus vont faire, non pas parce qu'il changera le comportement du gouvernement, mais parce qu'il rend hommage à nos peuples autochtones pour leur persévérance, leur optimisme indéfectible et leur effort inlassable pour obtenir ce qui leur appartient déjà. Merci.